Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va faire attention à ce qu'on dit, puisque comme d'habitude. Avec aujourd'hui Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Je conseille la lecture de votre article dans le Figaro Magazine, le casse-tête des temps de parole. On pourra en dire un mot parce que ça me met dans une colère. Alors on était avec le président de l'Arcom qui invoquait la démocratie, sauf qu'on arrive à, et c'est ce que vous dites dans votre article, à confisquer le débat purement et simplement. On pourra en reparler. Mathis Brasca, bonjour. Vous êtes étudiant en sciences politiques. Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité. Bonjour à vous. Bonjour. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et je rappelle votre dernier livre, La France sans dessus-dessous, qui est paru aux éditions Erol. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, vos coups de cœur, vos coups de gueule dans un instant. On va faire un petit point, J-6 avant le premier tour de la présidentielle. On va parler des produits alimentaires, des prix qui augmentent, des matières premières. Je ne sais pas si, quand vous faites vos courses, vous avez remarqué, mais on commence à vraiment sentir cette hausse des prix. Et ça tombe bien que vous soyez avec nous, Yves Damécourt, pour parler de ces augmentations en ce qui concerne la boucherie, entre autres, qui a pris entre 30 et 40% d'augmentation. Et puis évidemment, l'énergie. On nous appelle à réduire notre consommation d'électricité aujourd'hui en particulier. Et puis crime de guerre en Ukraine. Coup de cœur, coup de gueule. Commençons avec vous, Sophie. C'est un coup de cœur pour un livre. Oui, enfin c'est pas un coup de, c'est à la fois un coup de cœur pour l'INSERM pour une fois, et c'est surtout un coup de gueule en même temps contre les fake news. Et l'INSERM a édité un bouquin qui s'appelle Fake News Santé, où il y a toutes les idées reçues. Alors d'abord, je signale que vous pouvez l'avoir gratuitement. C'est ce qu'on va vous répondre. Pourquoi c'est eux qui ont raison? Parce qu'à ce moment-là, le complotisme général, plus rien n'est vrai. Donc on va considérer que l'INSERM a fait un véritable effort sur des trucs extrêmement simples. Ça va de est-ce que la cigarette électronique pour arrêter de fumer, ça marche? Est-ce que le cannabis est vraiment sans danger? Est-ce que le cerveau a un sexe? Est-ce que le gras c'est bon pour la santé? Oui, ça concerne pas que les probiotiques, c'est fantastique. Et donc c'est vraiment tous les petits trucs que vous croyez toujours. Est-ce que le chocolat noir est meilleur que le chocolat au lait? Et c'est intéressant parce que c'est des vérités scientifiques. Alors là, je vous raconte pas les références qu'il peut y avoir et qui sont vraiment une étude. Ils ont dû avoir une peur bleue de se tromper. Et je pense qu'à un moment où, justement, vous l'avez dit, et pourquoi on le croirait, c'est bien de remettre les pendules à l'heure. Et Fake News Santé, d'abord, vous pouvez l'acheter, certes, mais vous l'avez gratuitement sur le site de l'INSERM. Pour une fois que ce type d'organisme que je critique assez souvent, fait de la pédagogie et est vraiment utile, il faut s'en féliciter. Et vraiment, moi j'ai toujours cru que le chocolat noir c'était meilleur pour la santé que le chocolat. Non. Autant de sucre, autant de chocolat. Incroyable. Écoutez, rappelez le titre du livre. Alors, Fake News Santé, démêler le vrai du faux avec l'INSERM et couper court aux intox et aux idées reçues. Voilà. Et ceux qui l'aiment, il y a une préface de Michel Simès. Voilà, vous allez vous couper vous allez vous couper là. Je crois que vous venez de tuer l'envie peut-être de certains, mais bon. Et ils ont essayé de toucher le grand public. Le grand public aime Michel Simès. Non, voilà, à partir du moment où on essaie de faire de la pédagogie, il ne faut pas être rébarbatif. Voilà. Allez, Judith, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule contre le pape. Le pape François revenait hier soir de Malte, où il était allé parler de l'accueil des migrants. Il faut accueillir absolument tous les migrants. Nous avions un journaliste du Figaro dans l'avion. Et dans l'avion, il a donné une courte conférence de presse où il parlait de ce fameux déplacement sur l'Ukraine, en Ukraine, qui était sur la table. Et en fait, il n'est pas très chaud pour y aller. Il a dit aux journalistes présents, je ne sais pas si c'est utile. En revanche, il rencontrera bien, il l'a confirmé, le patriarche de Moscou. C'était à Kiev, je crois, non? Kirill. Non, le patriarche Kirill. Oui, non, mais il devait aller à Kiev. Oui. Non, il soutient. Il le rencontrera quelque part au Moyen-Orient. Oui, parce que le patriarche soutient les Russes. Il est poutinien à fond. Et on lui a demandé, les journalistes lui ont demandé, est-ce que la guerre menée par
Poutine est une guerre juste ou injuste. Réponse du pape, toutes les guerres naissent d'une injustice, toujours. Donc ce pape, fidèle à son habitude, je rappelle que sur Hong Kong, la reprise en main de Hong Kong par la Chine, il n'avait strictement rien dit. Chine avec laquelle il avait passé un accord en 2018 qui avait révolté une bonne partie des 12 millions de chrétiens chinois, ce qu'on appelait l'église souterraine, parce qu'en fait c'était un ralliement du pape au régime. Ce pape est fidèle à lui-même. Ouais. Et il a même ajouté, en parlant de l'offensive militaire, une opération en dimension métaphysique livrée contre les forces du mal. Ouais. Voilà. Alors il faut quand même rappeler aussi, et c'est un des problèmes, c'est qu'il a une santé extrêmement fragile, que ce pape est très âgé. Non, que ce pape est très âgé. Effectivement, il a parlé de ses problèmes de genoux, mais je ne suis pas sûre que le problème de genoux explique sa vision du monde. On va reparler. Je suis d'accord, mais c'est un très 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 vieux monsieur. Oui, mais qui est encore très... Qui fait preuve dans ses déclarations d'une forme de relativisme qui est un petit peu incompréhensible, à mon avis, pour beaucoup de monde. C'est un euphémisme. Oui, absolument. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, on aura votre coup de gueule, Mathis Brasca, et puis Yves Damécourt également, à propos des gelées de printemps qui menacent les cultures françaises. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Mathis Brasca, étudiant en sciences politiques, Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et votre dernier livre, La France sans dessus-dessous, est paru aux éditions Erol. Évidemment, nous allons parler de l'Ukraine, des crimes de guerre. C'est en tout cas ce qu'affirment un certain nombre de responsables politiques. J-6 avant le tour de la présidentielle, le premier tour de la présidentielle, et puis la hausse des prix des produits alimentaires et également de l'électricité qui est en tension aujourd'hui en particulier. Continuez notre tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Yves Damécourt, je l'annonçais juste avant le journal, les gelées de printemps qui menacent les cultures françaises. Oui, en fait, le problème, ce n'est pas tant la gelée que la succession des gelées. En fait, 2017, 2019, 2021, 2022, on a des hivers qui s'arrêtent un petit peu plus tôt qu'à l'habitude avec un redout, et puis ensuite on a ces gelées printanières qui viennent sur les bourgeons qui eux sont sortis et qui brûlent les bourgeons, et donc c'est les récoltes qui sont en danger. Le problème derrière tout ça, c'est qu'on n'a toujours pas mis en place les bons systèmes assurantiels qui permettent aux agriculteurs de trouver des solutions pérennes. En fait, il y a une espèce de règle européenne qui s'appelle la moyenne olympique, qui veut qu'on assure les producteurs sur la moyenne de production des 5 dernières années, dans laquelle on retire la meilleure et la moins bonne. Alors ça marche quand il y a un gel tous les 10 ans, mais quand vous avez 4 gels en 5 ans, forcément la moyenne est désastreuse. Et en fait, aujourd'hui, les assurances ne fonctionnent pas puisque les producteurs sont assurés pour des rendements qui sont calculés sur les années de sinistre. Et donc cette règle abracadabranque, elle est défendue au niveau européen, et personne ne se bouge pour faire bouger ces lignes-là. Et on explique aux professionnels qu'il faudrait un accord mondial au niveau de l'Organisation mondiale du commerce pour permettre aux États et à l'Europe de financer une assurance qui ne soit pas basée sur la moyenne olympique. Enfin, tout ça est complètement incroyable. Et donc aujourd'hui, nos producteurs sont en grand danger. Les pommes et les poires ont gelé cette nuit et la nuit dernière. Les vignes ont gelé de la même manière. Les bourgeons étaient sortis. Et donc c'est terrible. Et au cœur de ce dossier, il y a le revenu des agriculteurs qui est déjà très bas. Et donc si en plus de ça, on ne peut pas récolter, alors c'est la misère qui approche. Ouais. Alors je voudrais justement vous poser une question, parce que c'est terrible, et on regardait à la télévision hier les systèmes que les malheureux essaient de mettre en place, avec des bougies, des petites éoliennes, des éoliennes, etc. On les réchauffe en quelque sorte. Et je me posais des questions, parce que en même temps on est dans un monde très curieux où il faut économiser complètement l'électricité, et on le comprend, et à la fois pour nos propres ressources et à la fois à cause de la guerre. Et est-ce que ces pratiques-là, entre le réchauffement des arbres, encore une fois, c'est pas une critique, mais qu'en est-il vraiment de ces techniques ?
Bon, la plupart de ces techniques manquent cruellement d'efficacité, parce qu'en fait, quand vous avez, c'est très difficile de lutter contre la force d'un vent du nord ou d'une terre qui est refroidie, etc. Donc, la vraie problématique, c'est l'évolution des cultures, l'évolution éventuellement des espèces que l'on peut planter, mais ça, c'est très long. Parce qu'il faut s'adapter à l'évolution du climat, tout simplement, et au fait que l'hiver s'arrête plus tôt, que le printemps commence plus tôt, mais qu'on peut avoir des gels précoces au début du printemps. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est l'assurance. Et donc, voilà, après ça, les viticulteurs, les agriculteurs, les arboriculteurs essayent tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour essayer de lutter contre le gel. Mais la vraie solution, c'est d'avoir une protection assurantielle, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Ouais. Pour se laisser le temps d'adapter nos cultures, nos pommiers, nos vignes à l'évolution du climat. Mais vous avez raison d'alerter et de signaler que... En ce moment, c'est un enjeu extrêmement important pour tous nos agriculteurs et vignerons. Entre -3 et -6, des températures entre -3 et -6, ça correspond à 50 à 100% de pertes en une nuit. C'est ce que disait un spécialiste. Mathis Brasquin, un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. Alors, c'est un coup de gueule que je crois nécessaire. Comme beaucoup d'auditeurs, j'ai découvert hier les images de ce village avec 300 civils assassinés, on va en parler, sur mon téléphone, donc des photos de vieillards qui sont morts devant leur portail. Pas que de vieillards, de jeunes hommes de jeunes aussi sur leur vélo, entre autres de vieillards, vous avez raison. Et au milieu de ce défilé, un extrait du discours de hier de Nathalie Arthaud, qui nous explique que c'est la politique impérialiste, une fois de plus, donc des États-Unis, de l'OTAN et des puissances occidentales qui a fait de l'Ukraine le théâtre de leur bras de fer avec la Russie. Alors, c'est une déclaration qui ne me surprend pas trop, mais que je trouve totalement indécente. Ce n'est pas l'Amérique, la France ou l'OTAN, bref, nous, qui avons tué ces civils en pleine rue, qui avons écrasé de nos chars des gens dans leurs voitures. En Ukraine, il faut le rappeler, vraiment, il n'y a qu'un seul coupable, c'est la dictature de Russie. La Russie n'a jamais été menacée. La Russie décapite des pays pour les mettre à sa botte, on l'a déjà vu. Et c'est juste ce qui se passe actuellement, et les Russes eux-mêmes souffrent de ce régime. Bien sûr. Donc j'ai vraiment honte en fait de cette classe politique qui nous vend la propagande de Poutine. Et il y en a d'autres, je pense aussi à Florian Philippot, le soutien du Dupont-Aignan, qui n'a pas cessé depuis un mois d'attaquer tous ceux qui venaient à mettre en cause la Russie, à boycotter les produits russes, etc. Florian Philippot, qui n'a pas cessé aussi depuis un mois de faire des parallèles entre la France et la Russie pour sous-entendre que la dictature, ça serait ici. Alors bref, sans devoir préciser que je ne suis pas particulièrement macroniste, en France, on bombarde pas de maternité, on bombarde personne. Donc mon coup de gueule, en fait, il est clair, c'est que se servir des martyrs de l'Ukraine pour servir sa soupe politique qui est par ailleurs complotiste, c'est un danger pour la démocratie. Vouloir se rapprocher d'États totalitaires au nom du pseudo-indépendance de la France, parce que ces gens ne sont pas de véritables indépendantistes qui se rêvent en général de Gaulle, c'est un danger pour les Français. Et vraiment, qu'on ne dise plus que la France est pire que la Russie. Pas après ça, parce que c'est faux, parce que c'est indigne, et parce que c'est dégueulasse. Bravo, bravo, avec une nuance. Vous n'avez pas parlé de Poutine, vous avez parlé beaucoup de la Russie, et je pense qu'il faut quand même distinguer la Russie. Si, il a dit la population russe. Oui, mais on parle beaucoup de Russie. Oui, mais enfin, ce sont des soldats russes qui sont... Pour défendre ce que je veux dire, je suis d'accord avec vous. Lorsque je parle de la Russie, étant donné que c'est un État qui est extrêmement vertical, je parle de Poutine. Voilà, faut bien le dire. Les Russes, j'ai des amis ils russes. savent même pas ce qui se passe. Les Russes ne savent même pas ce qui se passe, et c'est pour ça aussi qu'ils soutiennent autant Poutine à 83% selon un institut de sondage. Mais ce qui se passe en Russie est horrible, ce qui se passe en Ukraine est catastrophique, et ce qui se passe dans la classe politique française est lamentable. Parce que c'est vrai que même Éric Zemmour, qui a fait des larmes de crocodile ce matin en disant que c'était un drame patati, et que surtout ça allait donner une mauvaise image de la Russie, franchement c'est pas digne. Non, et les complotistes sont repartis également au combat en disant que certains morts s'étaient relevés, qu'on avait vu, alors quand on regarde bien, et qu'il y a des gens qui font le
boulot de regarder un petit peu cette histoire de mort qui se relève. En fait, c'est un effet d'optique avec un rétroviseur et on a bien vu tous ces corps, vous l'avez montré de toute façon, il va y avoir une enquête. Il va y avoir une enquête. On a les images 410 cadavres retrouvés dans les rues ce matin. On a des images satellites précises. Mais il y a un vrai drame aussi, il faut le redire, c'est les fake news et le complotisme qui vont avec. C'est dans tous les domaines. Et les réseaux sociaux sont probablement très responsables de ça, parce qu'ils diffusent absolument ce qu'ils veulent, mais il faut le signaler, il faut que chacun soit très vigilant. On rencontre des gens autour de soi, intelligents, etc., qui se fient à ce qu'ils voient sur Internet et qui rentrent dans le complotisme. C'est quelque chose de très grave. Politiques qui sont soit des soutiens de candidats affichés, soit même eux-mêmes des candidats déclarés qui relaient ces fake news sans aucun problème. Absolument. Judith sur... Oui, moi je suis globalement d'accord, et vous avez eu raison de parler des sympathies. Alors aujourd'hui, oubliées d'Éric Zemmour pour Poutine, vous auriez pu parler de celles de Marine Le Pen ou de celles de Jean-Luc Mélenchon, qui sont des candidats qui pèsent d'un autre poids que les deux, contre lesquels vos foudres sont tombées à juste titre. Je suis d'accord. En fait, c'est parce que ces deux candidats-là, il y a un point positif, c'est qu'ils se taisent un petit peu depuis le début de ce conflit. Les autres, oui. Alors que les autres, ils continuent plus ou moins à défendre ou à excuser. C'est pour ça, en fait, que j'ai pas voulu entrer sur ce terrain. Yves Damécourt. Tout ça est affreux. Et je sais même pas, d'ailleurs, ça dépasse l'entendement, ça dépasse notre humanité. Ce qui se passe actuellement en Ukraine choque énormément de monde, et on n'imaginait pas que tout cela soit possible aujourd'hui. Autant d'injustices, autant de crimes de guerre aujourd'hui. Je crois que le terme est dans les esprits, et que les enquêtes commencent. Il faut surtout que les enquêtes aient lieu, et que tous les gens qui se livrent à ces massacres terribles puissent être traduits le moment venu devant la justice et devant la Cour internationale. Et que les gens qui disposent d'une autorité morale comme le pape s'expriment. On revient au coup de gueule de Sophie. C'est vrai. Alors je vois des auditeurs de Judith, pardon. C'est vrai qu'il y a des auditeurs qui me disent oui, il y a la guerre au Yémen, il y a des guerres dont on parle pas. C'est exact, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une injustice, il faut le reconnaître, qu'il y a des endroits où il y a des massacres dont on ne parle pas. Là, c'est le mort kilomètre, c'est à nos portes, c'est à 2 heures de Paris. C'est une grande puissance comme la Russie qui a envahi un autre pays. Donc ce sont ces images. C'est une lutte contre la démocratie très symbolique, parce qu'en fait Poutine attaque la démocratie, ce dont il a peur, outre le fait qu'il veut recréer une grande Russie, il a peur de la liberté et de la démocratie. Et dans les autres guerres qui sont tout aussi horribles, etc., c'est moins une attaque presque mondiale de la démocratie. Oui, Moscou-Nil, ce massacre, une enquête va être... C'est un montage ukrainien. C'est un montage ukrainien, et il y aura une enquête, et c'est vrai que les télévisions hier ont montré les images, et on ne peut pas penser, on ne peut pas croire, c'est même pas croire. C'est des gens, l'évidence est là, ce sont des cadavres qu'on voit. Alors on nous dit oui, Timisoara, oui, il y a eu il y a eu des simulacres, etc. Sauf que là, on a vu les fosses communes, on a vu ces cadavres. Timisoara, c'était pas un simulacre, c'était en fait une morgue. Oui, c'était une morgue, absolument. C'est pas exactement la même chose. C'est des médecins qui ont alerté sur les images en disant mais ils sont recousus comme on fait dans les morgues, comme les gens autopsiés. Donc évidemment, il y aura une enquête, et on en reparlera forcément. Alors qu'on croyait, parce que on avait un certain optimisme pendant les 3 derniers jours, on avait l'impression que éventuellement le conflit allait se tasser, que la guerre allait se tasser. Les négociations allaient commencer. Oui, mais Poutine, justement, l'armée russe s'est retirée. C'est à cette occasion-là qu'on a découvert. Oui, c'est pour ça que je pense. Et on va le découvrir sûrement ailleurs. On va le découvrir probablement à Mariupol. Je crois que c'est le maire de Mariupol qui dit on pensait qu'il y avait zéro mort finalement dans le théâtre de Mariupol. Là, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être 300 personnes
qui serait en dessous. Et c'est vrai qu'il y a un journaliste hier, je crois, de France 2 qui disait qu'il y avait une odeur pestilentielle quand on s'approchait du lieu. Donc c'est pas impossible qu'il y ait eu d'autres massacres ailleurs, notamment à Mariupol, où les combats sont très très intenses, avec des débordements, des viols, de la torture, et probablement des gens qu'on peut même pas autopsier parce qu'ils sont minés. Ce qui est aussi le signe d'une armée pas tenue du tout. Moi, j'ai du mal à croire que Poutine ait ordonné de massacrer, de violer, mais je crois qu'il ne tient rien. Alors peut-être aussi, est-ce dû au fait qu'ils ont rencontré une résistance totalement inattendue, parce qu'il y a aussi d'autres témoignages qui disent que les soldats russes fuient en courant, que les chars, il y a eu des... et donc ils ont rencontré... qu'ils vendent du matériel pour manger. Oui. Non, c'est et donc l'armée est en une forme de débâcle qui rend d'ailleurs les hommes encore plus violents et sauvages. Ouais. Mais alors moi je voudrais que les auditeurs qui nous disent, comme Sylvie, cherchez d'autres auditeurs, on ne peut plus vous écouter. Dites-moi, expliquez-moi Sylvie, ce qui ne vous plaît pas. La parole est libre sur Sud Radio, 0826 300 300. Que se passe-t-il? Qui sont ces cadavres? Ce sont les Ukrainiens qui ont tué les leurs? C'est une mise en scène? C'est quoi? Je voudrais qu'on m'explique. On a plein quelles sont les sources de Sylvie si elle dénie ça? Oui, non mais qui va faire l'enquête, nous dit Yves. Donc sous-entendu, c'est un grand... Là encore une fois, c'est une grande organisation qui est destinée à faire accuser de Vladimir Poutine alors qu'il n'y est pour rien. Enfin moi, je vous donne la parole. Appelez-nous pour nous expliquer. Parce que avec des sources, s'il vous plaît, quand même. Oui, je voudrais comprendre. Voilà. On se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va faire un point J-6 avant le tour de la présidentielle, le premier tour de la présidentielle. Pourquoi je dis le tour? J'imagine qu'il y a un candidat qui va gagner haut la main. Je ne sais pas. Le premier tour aura lieu donc dimanche prochain. 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales. Je vous propose d'écouter ce que disait Frédéric Dabi ce matin sur la situation et l'état de l'opinion. Ce qui me frappe, c'est la part des Français qui pourraient encore changer d'avis, qui dépasse 25-30%, ce qui est pas un record, mais ce qui est quand même beaucoup. Et puis, on regarde les choses par rapport à l'offre. Alors, ce matin, vous dites qu'il y a encore 20 à 25% de notre ligne, c'était 25% vendredi, je crois, qui n'ont pas une certitude du vote, quoi. Qui expriment un vote, qui disent qu'ils vont aller voter et qui hésitent. Mais tout ça, c'est le produit de l'offre électorale où il y a quand même une tectonique des plaques qui peut se recouper. On peut hésiter entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, entre soutenir Emmanuel Macron et se faire un vote plaisir dans la perspective d'un second tour où le président a toutes les chances d'être qualifié. Ouais, voilà. Donc c'est vrai, et on a consacré une émission vendredi dernier dans laquelle vous aviez participé, Judith, au sondage. C'est vrai que les sondeurs risquent d'être démentis par cette abstention, et c'est aussi ce qu'expliquait Frédéric Dabi, c'est-à-dire que les choses sont on oublie aussi, il y a des gens qui sont indécis, et n'oublions pas quand même le poids de ce que disent dans la dernière ligne droite les candidats. Par exemple, le discours d'Emmanuel Macron, moi, chef d'entreprise, j'ai été très déroutée. Je fais quand même une parenthèse là-dessus. Il explique que le pouvoir d'achat, j'y ai pensé. On va vous augmenter de 6 000 € au mois de juin. Pardon, j'ai donc bien écouté. Donc c'est ma boîte qui va augmenter les salariés de 6 000 € au mois de juin. Il n'a pas précisé. Alors, on comprend, je le dis pour les auditeurs, qu'effectivement il y a eu la prime Macron qui était pas mal, c'est une prime défiscalisée pour le salarié et pour l'entreprise. Il l'a multipliée par 2 ou 3, je sais plus. Mais sans dire, si on était obligé de donner cette prime, 2, si on pouvait la donner à qui on voulait et du montant qu'on voulait et quand on voulait à nos salariés, ce qui est la liberté minimale pour un entrepreneur. Donc dans ce qu'ils disent au dernier moment, il faut faire très attention à ce qui va rebuter les électeurs. Moi je vois beaucoup de gens qui sont, en particulier dans le milieu entrepreneurial, qui sont très choqués de cette pêche à gauche. D'un point de vue, il va à la recherche des voix de gauche. Mais on peut encore, je suis pas obsessionnelle sur le sujet, mais rapprocher ça de la façon tout à fait particulière dont cette campagne se déroule. Il y a eu le Covid, il y a maintenant la guerre russe en Ukraine.
Et il y a les règles des temps de parole qui font qu'on n'a pas ces débats, et on n'a même pas ces débats de journalistes, de chroniqueurs, de sympathisants qui nous permettraient de comprendre et d'éclaircir les ambiguïtés pour une élection où jamais il y a eu des candidatures aussi proches. Parce que quand Valérie Pécresse, pour les Républicains, s'épuise à dire que Emmanuel Macron est un faussaire, comme elle l'a fait, un faussaire de la droite, de même que Marine Le Pen et Éric Zemmour, pourquoi elle fait ça? Parce qu'effectivement, il y a une espèce de course à l'échalote qui fait qu'on a l'impression que il y a bon, on le sait, c'est pas une impression, il y a 3 candidats qui se disputent aujourd'hui une place au second tour, avec des chances variables, et qui demain se disputeront le leadership de la droite. Et ce qu'il y a de lamentable, c'est qu'ils en perdent l'intérêt de la France. Complètement. Ça parle beaucoup de boutique. Parce que quand j'entends Valérie Pécresse, qui a par ailleurs un très bon programme, quand je l'entends dire « il m'a copié », c'est ce qu'elle a dit le premier jour quand elle a déclaré sa candidature cet été. C'était Emmanuel Macron. Mais ils devraient tous se réjouir. Enfin, dans l'intérêt de la France, tant mieux si on reprend les bons éléments du programme de Valérie Pécresse. Tant mieux si on reprend ce qu'il y a de bien chez qui que ce soit, chez Jadot. Enfin, voilà, on élit le président de la République pour le bien de la France. Et là, ils ont perdu tout sens de l'intérêt général, je trouve. Oui, au niveau de la communication, il y en a beaucoup qui sont quand même assez nuls cette fois-ci. Limite en 2017, c'était peut-être mieux. Je pense aussi que si les gens sont aussi indécis, c'est parce que le vote utile, il ne marche pas cette année. Donc des gens en fait qui ça c'est vite dit. Attendez de voir le score de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon gagne des points pratiquement tous les jours. Laissez-moi terminer. En fait, la seule personne où les gens sont vraiment décidés de voter pour lui, je pense aujourd'hui, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, les gens, ils n'hésitent pas entre lui et Marine Le Pen, dans notre IFOP fiducial pour Sud Radio Quotidien, les gens qui votent Emmanuel Macron sont ceux qui sont le plus sûrs de voter pour lui, ainsi que Marine Le Pen. Ce sont ceux qui ont les socles. Parce que dans les gens que je connais qui votaient Emmanuel Macron en 2017, beaucoup vont voter au premier tour, pas pour Emmanuel Macron, et voteront pour Emmanuel Macron au second tour. Enfin, ça pose... qui vont voter Zemmour avec l'argument qu'on connaît bien. Il a donné un coup de pied dans la fourmilière. D'ailleurs, lui-même le dit, et c'est pas faux. J'ai fait changer, il a orienté la campagne. Il a beaucoup bousculé cette campagne. Y compris, ça a servi d'ailleurs à Marine Le Pen, alors que c'était pour la tuer. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement complexe. Yves Damécourt. Oui, c'est très complexe et en fait, moi je suis assez d'accord avec la citation que vous faisiez de Frédéric Dabi. C'est vrai que chaque personne, à l'endroit où elle se situe dans l'échiquier politique, a plusieurs choix. Et ça, en fait, il n'y a jamais eu autant de choix. Et donc, ou pas. Ce week-end, j'étais encore à une réunion familiale. Et en fait, c'est incroyable de voir que des gens qui étaient habituellement déterminés sur leur choix, et d'ailleurs on savait à peu près où ils étaient déterminés, en fait, une semaine avant le vote, n'ont toujours pas fait leur choix. Et donc, à mon avis, tout peut se passer le week-end prochain, parce que 25% de gens qui peuvent changer de vote, c'est le score du président dans les sondages. Donc, ça veut dire que tout peut changer. Du côté de vos copains, Mathis, vous êtes plutôt jeune. Moi, je suis plutôt jeune, d'université publique, c'est ça, mes copains. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui vont voter la France Insoumise. J'ai des amis qui vont voter Europe Écologie Les Verts, mais pas tant que ça. Je pense que c'est le grand raté, à mon avis, de ces dernières années. C'est Europe Écologie Les Verts qui aurait pu saisir un boulevard et qui a préféré se battre sur des questions sociétales, un petit peu comme la France Insoumise aussi. Et j'ai pas mal de gens, mais alors, qu'est-ce que ça représente? Parce que je suis à Paris, etc. J'ai pas mal de jeunes qui vont voter Fabien Roussel. Parce qu'il mange du camembert et qu'il boit du pinard. Et parce que c'est un petit peu la gauche, en même temps laïque, qui se parle aux personnes populaires, et qui, en même temps, veut continuer les centrales nucléaires, etc. Bref, qui n'est pas dans une sorte de démagogie aujourd'hui autour de la peur. Ça, c'est vos copains de droite qui vont voter Roussel. Oui. Vous avez quand même que des copains un peu extrémistes. Je sais pas aujourd'hui s'il est extrémiste. Pas du tout économie. Alors, j'ai des amis qui vont voter aussi Macron.
J'ai des amis qui vont voter. Alors, des Anne amis qui vont Hidalgo, voter Pécresse, je sais pas. Anne Hidalgo. Avant, oui, aujourd'hui, peut-être Parce que pas. le programme économique, si j'ai bien Hidalgo, compris, vos personne. amis, ils s'en foutent. Personne. Alors, juste pour vous dire, la sûreté selon le choix au premier tour, c'est donc notre rolling de vendredi. Mélenchon, c'est 80% de ceux qui vont voter Jean-Luc Mélenchon sont sûrs de leur choix. 50% de ceux qui vont voter Hidalgo sont sûrs de leur choix. Pour Yannick Jadot, c'est 56%. Pour Emmanuel Macron, 84%. Pour Valérie Pécresse, 67%. Marine Le Pen, 82%. Éric Zemmour, 75%. Donc vous voyez que c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui ont mais il reste quand même un pourcentage d'indécis qui peut faire la différence. Absolument, des électeurs qui sont sûrs de leur choix. On se retrouve dans un instant, on continue ce débat avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Les débats, nous parlons donc de la situation J-6 avant le premier tour de la présidentielle. Beaucoup de meetings ce week-end, évidemment celui d'Emmanuel Macron qui a tenu son seul meeting de campagne à l'Arena de Nanterre. Valérie Pécresse, elle était à Saint-Raphaël et puis à la porte de Versailles également. Marine Le Pen était en visite à Haguenau dans le Bas-Rhin. Et puis Jean-Luc Mélenchon était à Toulouse. Meeting impressionnant avec beaucoup de monde sur les images qu'on a pu voir. Le meeting d'Emmanuel Macron, vous vouliez en dire quelques mots? Je l'ai suivi avec un petit peu d'intérêt sur les chaînes de télévision et sur YouTube parce qu'il était tellement long qu'il n'a pas été diffusé en entier quelque part. Et la mise en scène un petit peu grandiose, un peu américaine, ça me rappelait un petit peu ironiquement les rallyes Poutine qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Il ne manquerait plus que des gens qui fassent de la musique sur la scène au milieu. Par contre, au niveau du discours, on ne va pas se mentir, c'était vraiment du en même temps. Ça veut dire qu'on a parlé d'indépendance de la France pendant 10 minutes, puis d'un seul coup expliqué qu'on ne pouvait rien faire sans l'Europe, sans les États-Unis et tout. Tout était comme ça. Et à la fin, je me dis que les gens, sur le moment, dans la ferveur populaire, ils sont contents. Ils réécoutent le même meeting après, ils comprennent rien. Ouais, je sais pas. Judith, je l'ai trouvé extrêmement décousu, avec des phrases toutes faites. Genre, je n'ai qu'un seul parti, c'est mon pays. Alors, combien de candidats à la présidentielle ont dit ça? Combien de candidats au régional? Je n'ai qu'un seul parti, c'est ma région. Enfin, c'est vraiment... ou des slogans... empruntés parce que évidemment il veut faire des clins d'œil à la gauche. Par exemple à Besancenot, nos vies valent plus que leurs projets. Enfin, leur profit, pardon. J'arrive pas à dire du Besancenot dans le texte. Enfin bon. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa en vrai. Ah oui. Ouais, parce que après on peut comprendre les gens qui. Enfin pour moi c'est juste des clins d'œil qui seront accompagné d'aucune mesure, mais on peut comprendre que des gens qui souffrent Yves, et tout, qui voient ses profits. Yves Damécourt qui est à distance, donc c'est toujours plus difficile. Un auditeur me dit, j'ai vu le clip de campagne du NPA, c'est plus un parti trotskiste, c'est LGBT. J'ai pas vu le clip, et c'est vrai que les clips de campagne sont particulièrement ringards. Je pense que là aussi, il va falloir peut-être réfléchir à d'autres formes de communication, parce que c'est assez regardable, ce genre de mais même de celui de la France Insoumise. Alors je ne sais pas pourquoi personne ne regarde la caméra, tout le monde regarde en l'air, tous les acteurs, pas acteurs au sens professionnel, tous les militants, j'imagine que c'est des militants présents dans le clip, regardent quelque chose au plafond, que le téléspectateur ne découvrira jamais, l'air complètement illuminé, c'est très curieux. Alors Yves Damécourt. En fait, j'ai trouvé, moi, que ce meeting était à l'image du bilan du président, parce que, comme au cours de son mandat, il a à peu près fait tout et son contraire, eh bien, son grand discours a été à l'image de tout ça, quoi. C'est quand même le président qui, d'un côté, a lancé l'arrêt du nucléaire, et puis en fin de mandat, lance le nucléaire comme l'énergie d'avenir. C'est le candidat qui a réformé le code du travail pour finalement aujourd'hui annoncer qu'on va augmenter de 6 000 € les salariés au mois de juin prochain. Enfin, chacun y trouve en fait les citations dont il a besoin pour se convaincre, puisqu'en fait il y en a pour tout le monde. Et c'est assez incroyable d'ailleurs cet exercice. C'est assez incroyable. C'est vraiment un exercice attrape-tout. Ouais. D'ailleurs, la plage faisait un petit peu, là je suis en train d'y penser, c'est vrai, un peu attrape-tout. La place où il se tenait, ça faisait un petit peu, je trouve, stand de patinoire artistique au milieu de la foule. Il pouvait glisser à gauche, il pouvait glisser à droite, il pouvait revenir, faire une petite courbette. C'est magnifique. Alors,
d'abord, je trouve que le principe de faire des shows, il voulait faire un bowl à l'américaine avec des chansons, des orchestres, etc. On a une guerre en cours, on vient d'avoir une mais pandémie. il l'a pas fait. Il l'a pas. Si, il y a quand même ça chanté. On en fait des spectacles. Oui, on en fait des spectacles. On en fait des spectacles. Je ne suis pas d'accord sur le principe du spectacle. Les circonstances sont graves. Et je trouve ça, l'animation avant. Pardonnez-moi, il avait fait un concours quand même. Celui qui a amené le plus de participants au meeting. Et il avait peur probablement que ça se remplisse pas. Et il y avait des gradins vides d'ailleurs. Ils avaient des cadeaux, 1 heure d'entretien avec un ministre et une photo dédicacée. Ça serait, pardon, moi je trouve que ça serait pas gênant dans l'absolu parce qu'il faut que la démocratie continue en France. Mais ce qui est gênant, c'est toujours ce en même temps. Parce qu'il nous a fait le coup de la guerre en Ukraine m'empêche d'être candidat comme les autres, et de déclarer ma candidature. C'est à cause de ça qu'il est entré très tardivement en campagne et imprègne toute sa campagne. Alors on ne joue pas sur les deux registres. On ne joue pas sur les deux registres. Je voudrais terminer juste une seconde sur Macron parce que là où c'est trop sévère, c'est de dire que ça a été à l'image de ce quinquennat qu'il a été un très mauvais président. Il ne faut pas exagérer. Ça a été un président qui a vécu des trucs entre les gilets jaunes. D'accord, c'est un peu de la faute de ce gouvernement. Non mais pas trop, Sophie, parce qu'on va dépasser les temps de parole. Donc j'ai quand même dit beaucoup de mal. On peut compenser. Oui, non, le mal ça compte pas. Donc vous arrêtez et on. Oui, enfin, non, mais là je suis désolée. Je vais juste vous dire que il y a des nuances dans tout et que effectivement j'ai pas apprécié l'intervention d'Emmanuel Macron, qu'il a eu tort de refuser d'aller au contact des gens, qu'on a eu un président qui était abstrait pendant toute cette campagne, donc je dis du mal là, ça va, et que c'est un peu dommage quand même, parce qu'il y a eu un quinquennat très difficile et que j'aimerais savoir qui aurait fait beaucoup mieux. C'est du mal ou du bien ça? La question n'a pas de sens, Sophie. Non. On ne peut pas y répondre. Non, on peut pas y répondre. Pandémie, je suis désolée, il s'est bien débrouillé dans la pandémie. Non, Sophie, on fait pas le bilan d'Emmanuel Macron. On peut pas. Voilà, c'est l'absurdité de ces temps de parole, c'est qu'il n'y a pas de débat possible puisque on a une égalité. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la pauvreté de la campagne, c'est qu'on ne peut pas avoir de débat puisqu'on ne peut pas faire de bilan. On peut pas opposer argument contre argument. Voilà, c'est impossible. Ou alors il faut qu'on donne des arguments vont lire leurs journaux parce que nous, presse écrite, on n'est pas soumis à ça. D'ailleurs, au niveau de ces critiques-là, comme ça, on peut parler aussi d'autres candidats. C'est vrai qu'il y a aussi Marine Le Pen qui envoie des petites photos dédicacées à des électeurs, qui organise souvent des. C'est pas un compliment, hein. Non, c'est toujours fait. Ça c'est toujours fait, et qui fait ça. Et moi, j'ai toujours trouvé ça. Ça sacralise un petit peu les personnalités politiques. Ils ont tous fait ça. Nathalie Arthaud, vous avez des choses à dire? Elle était au Zénith, elle a rassemblé 14 personnes. Moi, j'ai quelque chose à dire, j'y tiens beaucoup, parce que comme haine envers l'entreprise, pardonnez-moi, mais quand même le socle du pays, les entreprises, PME et autres, sa haine est totale. Le chef d'entreprise est l'ennemi à abattre, les salariés sont exploités. Et je rappelle que j'avais demandé à la dernière campagne, c'était hallucinant, les profs d'économie quand même, on va quand même le dire, et qu'à la dernière campagne, elle insultait sur ce TF1 ou je sais pas quelle chaîne, avec tous les autres candidats, elle insultait les entreprises, et le lendemain, elle était le lundi matin avec ses élèves en prof d'économie. Donc faudrait voir quel prof elle est. Mon commentaire va pas être très politique, pardon. Il se trouve que je l'ai croisée plusieurs fois. Alors Nathalie Arthaud, c'est tout à fait curieux. Elle est absolument charmante dans la vie courante, pas du tout agressive, pas du tout hargneuse, pas du tout sectaire. Et dès que la caméra s'allume, on a l'impression qu'elle a appuyé sur le bouton. C'est la haine idéologique qu'il faut avoir. Oui, je ne sais pas si vous avez vu Monsieur Poutou hier soir aux 20h de TF1, qui disait que de toute façon, il n'avait aucune envie d'aller à l'Élysée. Il était invité hier, comme tous les candidats, et avec des réponses très approximatives, du genre, je sais pas, ça je m'en fous, je sais pas, on verra, j'ai pas de réponse. Enfin, qui sont les maires qui ont donné 500 signatures à un homme qui méprise qui méprise le système, et surtout qui a la démocratie, qui n'a pas de programme, enfin qui a un programme mais qui est extrêmement vague. Je pense que Poutou, en fait, c'est l'élection Poutou, le vote Poutou, c'est un coup de gueule d'extrême gauche, tout simplement.
Donc les maires qui font ça, c'est des maires qui doivent en avoir assez ou qui doivent être très remontés, à mon avis, contre les pouvoirs publics et contre, entre guillemets, le gouvernement, l'État depuis des années, et qui se reconnaissent sur de nombreux programmes, projets de Poutou, sans pour autant espérer une seule fois que Poutou arrive à l'État. Oui, donc c'est le problème, en fait, je pense, de ces élections-là, où on a aussi des candidats qui ne sont pas des candidats qui ont l'envie d'aller jusqu'à l'Élysée, mais qui sont juste là pour porter un message et qui profitent, on va dire, de ce boulevard médiatique pour porter ce message. Ça a des points positifs, c'est vrai, on peut dire, ça permet de soulever certains sujets, etc. C'est la démocratie, mais c'est vrai aussi que ça empêche le débat du coup de mieux se dérouler parce que y a le temps de parole aujourd'hui, il est géré comme ça. Et que finalement, on ne sait pas trop parfois ce qu'ils disent. Vous avez entendu Yves Damécourt, ce qu'il a dit sur la chasse hier. Hein. Il est pour interdire la chasse le week-end et tout le temps. Le week-end et tout le temps, il a dit. Ça c'est beau comme en même temps. Oui, Yves Damécourt. C'est assez incroyable tout ça, parce qu'en fait, l'obtention des 500 signatures des maires permet d'ouvrir un budget de 800 000 euros. Et donc, les partis politiques comme le NPA, qui n'a pas de visibilité le reste de l'année, se dit, voilà, on va se donner du mal pour aller chercher ces 500 signatures. Et ils ont un certain talent pour le faire, puisqu'ils y arrivent à chaque fois. Donc, je pense qu'ils ont un espèce de réseau de maires qu'ils connaissent. Et ensuite, ils ont 800 000 euros à dépenser pour défendre leurs idées. Donc voilà. Alors tout ça, c'est très exotique. Mais même s'ils n'atteignent pas les 5%. Oui, c'est 800 000 euros. De toute façon, pour faire campagne. Oui, absolument. Absolument. Oui. À condition qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils soient bien présents. Au premier tour, qu'il y ait des bulletins de vote sur les tables, etc. quoi. Et donc après, tout ce qui peut permettre de créer le buzz et de faire qu'on parle d'eux est bien. Et donc, moi, je connais pas mal de gens pas mal de gens. Il y a des gens, certainement, qui auraient réservé leur vote à Monsieur Poutou, mais qui sont aussi chasseurs et qui voteront pour quelqu'un d'autre, je pense, cette fois-ci. C'est pour ça qu'il faut absolument changer le système et introduire ou remplacer le parrainage des élus par le parrainage citoyen. Est-ce que ça changerait quelque chose? C'est quand même beaucoup plus difficile à obtenir. Encore une élection de plus. Mais le parrainage des élus, ça fonctionne pas. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'inflation, des prix des produits alimentaires qui augmentent. À tout de suite. Les débats avec vous. On va parler de cette hausse des produits alimentaires. Un mot pour cet auditeur qui nous reproche de ne pas parler d'Éric Zemmour. Il faut que je vous explique un truc, c'est qu'il y a des temps d'antenne et que si on parle de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour ou de Valérie Pécresse sur lesquels on a une avance de temps, on est dans les choux. Donc voilà, c'est cette espèce d'égalité parfaite des temps de parole et du temps d'antenne qui fait que c'est très compliqué. Lisez le Figaro Magazine. Lisez le Figaro Magazine et l'article de Judith Weintraub, absolument, qui vous explique les non-débats à cause de cette égalité. Alors encore une fois, le président du CSA nous disait que c'était une chance pour la démocratie. Vu le casse-tête que c'est, je ne suis pas sûre. Et le résultat... D'un autre côté, les médias, franchement, ils n'ont pas été impeccables depuis le début de la campagne. Hein. Et donc, il y a un moment, alors à ce moment-là, il faudrait peut-être parler de rien, mais il faut laisser les gens réfléchir. Il y a des chaînes de télé qui ont été complètement, favorables à certains candidats, etc. Il y a une telle intox partout que je me demande s'il ne faudrait pas réfléchir tranquillement avec seulement le programme pendant au moins 8 jours. Alors certains me signalent également que les professions de foi ne sont toujours pas arrivées dans les boîtes aux lettres. C'est vrai. Donc c'est quand même... Moi, je les ai pas eu. Moi non plus. Paris à Tramuros. Par contre, dans les marchés, d'ailleurs, un petit salut sympathique à ceux qui distribuent des tracts sur les marchés, parce que c'est pas facile, ils sont engueulés. Non, c'est pas facile. Moi, je réponds très poliment à chacun en disant non merci, quoi qu'on me propose, mais ils se font engueuler. Oui, absolument. Non, ça demande beaucoup de courage, à mon avis, de tracter aujourd'hui. Hein. Oui, non, c'est... Et pourtant, c'était bien, c'est un contact, c'est plutôt sympathique. Ceux qui tractaient, c'était beaucoup les Zemmour, moi. Produits, il y avait tout. Il y avait tout. Pour moi, il y avait, c'est pas le temps de parole, d'accord. Les prix des produits alimentaires augmentent. Dans une interview accordée aux Parisiens aujourd'hui en France, hier, le directeur général du groupe, Michel Biérot, affirmait qu'une augmentation de 5 à 8% de l'alimentaire était attendue du fait du conflit en Ukraine. Ça concerne évidemment des produits dont les matières premières proviennent d'Ukraine, à commencer par le poulet, le pays le plus gros producteur au monde, qui exportait il y a encore un mois 1,5 million
demi de bêtes par semaine. Alors Yves Damécourt, c'est vers vous que je vais me tourner parce que nos producteurs sont évidemment touchés. J'évoquais les prix de boucherie qui ont augmenté du fait de quoi? Des céréales, des aliments. Comment est-ce que vous, qui êtes président du mouvement de la ruralité, voyez les porte-parole de ce mouvement, voyez les choses s'installer? En fait, d'abord, il faut savoir que la France est très loin d'être souveraine en termes d'alimentation, puisque aujourd'hui, on importe 60% des fruits que l'on consomme, 40% des légumes, 25% de la viande rouge, la moitié de la viande blanche. Et donc, petit à petit, la France a perdu cette souveraineté alimentaire. Alors, elle est masquée parce que la balance commerciale de la France reste positive, parce qu'on a encore l'exportation des céréales et l'exportation des vins et spiritueux qui viennent changer la balance commerciale. Mais en fait, en termes d'alimentation, on est très dépendant d'un certain nombre de pays. Et parmi ces pays, il y a l'Ukraine, il y a les pays de l'Est. Il faut savoir que quand la France a lancé l'embargo contre la Russie après l'annexion de la Crimée, on exportait énormément vers la Russie. Et Vladimir Poutine a mis en place une politique de souveraineté alimentaire. Et en fait, il est devenu producteur de tout ce qu'il importait auparavant. C'est plutôt bien vu, ça. Ouais. Ah ben oui. Enfin, il faut savoir aussi qu'il y a 20 ans, par exemple, la Russie était importatrice de céréales et qu'aujourd'hui, elle est le deuxième exportateur mondial de blé. Hein. Ouais. Et donc, voilà, tout ça, Poutine a mis en place ce qu'il appelle la diplomatie du blé, qui lui a permis de nouer des contacts avec les pays qui sont grands consommateurs de blé, comme des pays d'Afrique du Nord, par exemple l'Égypte, l'Algérie, etc., qui sont devenus des gens qui ont acheté énormément de blé à la Russie. Et donc aujourd'hui, on a un vrai problème. Ouais. On a un vrai problème national, c'est que on a à la fois une agriculture qui s'appauvrit, et on en a parlé en introduction. On a des ménages qui consacrent dans les années 60, un ménage français consacrait 35% de son revenu à l'alimentation. Aujourd'hui, on était plutôt à entre 15 et 20% parce que, la part du logement a beaucoup augmenté aussi. La part du logement a augmenté, les nouvelles technologies ont augmenté. Et puis, en fait, on sert le pouvoir d'achat avec des importations de produits qui viennent de pays à bas coût, et en fait on achète toute la nourriture pas chère, on l'achète à l'extérieur, et la nourriture qui est produite en France est plus élevée, et elle n'est pas accessible au pouvoir d'achat des Français. Il y a eu aussi une transformation très importante, c'est que les Français achètent de plus en plus de produits transformés et de moins en moins de produits frais. Et donc une façon aujourd'hui de regagner du pouvoir d'achat, c'est ce que suggérait Jean-Pierre Coff dans ses démonstrations, c'est plutôt d'acheter des produits frais et de cuisiner plutôt que d'acheter des produits transformés. Oui, mais par contre, les produits de base sont en train d'exploser. Hein. Les huiles végétales prennent 60%, le sucre 30%. Et donc. Et la viande, expliquez-moi pourquoi la viande augmente. J'ai discuté avec plusieurs restaurateurs qui me disent qu'il y a une augmentation de 30 à 40%. Et ce week-end, je regardais au marché même la viande à pot-au-feu qui sont des bas morceaux. C'est devenu très très cher. Alors le cours de la viande augmente. Mais si on revient 40 ans en arrière, on s'aperçoit finalement qu'on est revenu au prix d'il y a 40 ans. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, mon père élevait des vaches charolaises. Il vendait les veaux à 8-10 mois, ce qu'on appelle des broutards. Ouais. Et il vendait ces veaux 5000 francs. Aujourd'hui, ça vaut 800 €. Alors, les prix de la viande sont en train d'augmenter beaucoup, là. Le prix du lapin, le prix de la viande blanche, le prix de la viande rouge. Ouais. Mais on est en train de revenir finalement au prix qui se pratiquait il y a bien longtemps déjà. Voilà. Ouais, alors, juste deux choses. Bon, premièrement, il faut dire que Poutine, loin de moi l'idée d'avoir un soutien, mais économiquement, et au début, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui soutenaient Poutine, c'est qu'il était assez bon dans son pays. Au début, non, économiquement. Tout au début, là, c'est une catastrophe absolue. Mais on est tout à fait d'accord. Mais il l'a été, et il y a des gens donc qui l'ont remarqué. La deuxième question que je voulais poser, après tout ce qui se passe avec le gel, etc., est-ce que le fait qu'on achète tous, en faisant très attention, des produits
produits, des légumes et des fruits français pourrait aider les agriculteurs, ou est-ce qu'à la limite on n'en aura même pas assez et on sera obligé de faire appel aux fruits et légumes européens ou étrangers? De toute façon, on importe déjà beaucoup. Ouais, Et si aujourd'hui la viande augmente, c'est parce que, en fait, si vous regardez la viande qui est servie en restauration en France, pour la plupart, elle arrivait d'Europe du Nord et elle arrivait d'Allemagne. Hein. Et donc aujourd'hui, les circuits sont en train de changer de voie. Mais voilà, la viande qui est produite en France... oui, mais les fruits et légumes, avec le gel... les fruits et légumes, il y a déjà la moitié qui sont importés. Donc, avec le gel, on va encore réduire notre production et on va augmenter notre importation. Moi, je vous parle de bouchers qui prennent des bêtes françaises. Et les restaurateurs dont je vous parle sont des restaurateurs qui achètent français. Et c'est sur cette viande-là qu'ils ont aussi constaté des augmentations de prix délirantes. Oui, parce qu'en fait, ce qui faisait baisser les prix, c'est la concurrence de l'Europe du Nord. Et donc, vous aviez toujours... de la concurrence de l'Europe du Nord, parce qu'en fait, les Allemands mangent assez peu de viande. C'est pas la guerre qui a fait augmenter les prix brutalement. Ils mangent plutôt de la saucisse, les Allemands, et donc le devant de la vache partait en Allemagne pour faire de la saucisse, et l'arrière de la vache allemande arrivait en France pour faire de la viande de bouche et de boucherie. Ouais. Et donc, oui, mais pourquoi une augmentation assez brutale? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est encore déjà les répercussions de la guerre. Le Covid aussi, non, a eu un impact... Je ne sais pas. Judith va être trop... La nourriture des vaches, parce oui, c'est ça, l'aliment. Le foin, les céréales. Ils sont quand même dans les céréales. En fait, ce qui définit le prix de vente de la viande, c'est pas tellement son coût de revient, parce que si on arrivait, nous agriculteurs, à vendre plus cher que notre coût de revient, ce serait déjà formidable. Ouais. Donc, ce qui définit le prix de la viande, c'est le marché mondial de la viande. Et donc, c'est les circuits qui font que la Turquie va consommer plus, que les Chinois achètent plus, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de viande française qui, d'ailleurs, n'est pas transformée en France. Hein. Vous allez au marché d'Agen, vous verrez que tous les veaux français partent vers l'Espagne et l'Italie, et c'est les Espagnols et les Italiens qui vont élever nos veaux et qui ensuite vont en tirer la valeur ajoutée et l'exporter dans le monde entier. Donc, on est sur des tendances mondiales. Vous ne répondez pas à la question, l'augmentation, elle est assez brutale. Alors, est-ce qu'il y a un phénomène d'inflation? L'augmentation est brutale parce que la demande mondiale de viande augmente. Et parce qu'il y a un certain nombre de pays producteurs qui aujourd'hui ne peuvent plus exporter, et donc ça fait bouger l'offre et la demande, et ça fait augmenter les prix. Donc comme pour le gaz, dont le renchérissement a commencé bien avant la guerre en Ukraine, à cause de la concurrence entre la Chine bien sûr. Et les États-Unis. Quid du gaz? Pas les États-Unis, l'Europe. Les États-Unis sont autosuffisants. Parlons de l'énergie. Oui. Non, juste au niveau alimentaire, c'est vraiment du bon sens. C'est peut-être pas très complexe, entre guillemets, ce que je m'apprête à dire, mais on ne devrait pas être aussi dépendant, et ça fait des années et des années qu'on le discute. Que en fait, ce sont des choix politiques aussi. La souveraineté en matière de production végétale ou animale. Et les conséquences et les actes politiques pour répondre à ça, il faut que je pense que les candidats politiques parlent et promettent de discuter avec les distributeurs pour essayer d'amortir ces coûts quand c'est possible. Et après, au niveau de la viande, pareil, et peut-être aussi voir quand on peut avoir une alimentation diversifiée et tout, peut-être aussi un petit peu diminuer notre consommation. Alors la souveraineté, c'est absolument incompatible avec l'écologie. L'écologie telle que la prônent les écologistes. Alors, ça dépend si les écologistes sont vraiment écologistes, mais la souveraineté, ça veut dire produire... Par exemple, pour la viande, produire, abattre en France, etc., c'est peut-être plus intéressant qu'avoir une vache qui est nourrie avec du blé qui vient du Brésil pour ensuite être abattue en Turquie. Donc il y a aussi ces coûts économiques et écologiques qui sont énormes. Alors il y a eu une mode, entre guillemets, de la mondialisation, c'est-à-dire que la mondialisation, ça a été un progrès gigantesque. Tout le monde s'est enthousiasmé de cette mondialisation. Pendant un certain temps, on la critiquait pas du tout. Après, on s'est mis à la critiquer, etc. Et maintenant, on se rend compte des vraies limites. Donc il y a aussi ça, et ça prend un temps fou. Parce que rappelons-nous, on était très très fiers d'avoir des fraises du bout du monde, des haricots verts du Kenya. Ça fait un petit moment que la prise de conscience... Pas tellement, 5-6 ans. Et au niveau de l'Europe aussi, c'est un problème. Ça veut dire que quand on a des fruits et des légumes qui sont récoltés en Espagne et qui sont beaucoup moins chers qu'en France, parce que ce sont des migrants qui sont payés qui sont payés 2 € de l'heure, alors que nous, c'est pas comme ça. Nous aussi, on prend des étrangers
Non, mais On est- ça faut dire aussi mais ce que je veux dire par là, c'est que le coût du Il faut travail. dire aussi que beaucoup- on perd des éleveurs chaque année. Oui, on c'est ce perd que des j'allais vous bovins dire. chaque année. Oui. Donc en Mais on les 2020, perd on a beaucoup. perdu 2% de nos têtes de bovins, de 3% de nos vaches laitières, parce que c'est un métier qui est difficile et qui en plus de ça n'est pas rémunérateur. Il faut faire des emprunts assez importants. L'investissement est important, investissement personnel, investissement matériel. Donc il faut redéployer, favoriser à nouveau l'agriculture, les et en plus, il est agriculteurs. peu valorisé justement à cause d'un certain discours écologique qui considère grosso modo que les agriculteurs sont les rois des pollueurs. Et je vous signale, Xavier nous dit qu'à Perpignan, les facteurs sont en grève pour une prime pour la distribution des professions de foi. Donc on ne les aura pas. Voilà. C'est pas vrai. Si. Voilà. Non. Merci. Mais c'est la honte absolue. Bah voilà, ça aurait pu être votre coup de C'est la gueule. honte absolue. Bah oui, Alors, grève, vraiment, donc je pas de tiens à profession de dire. foi. C'est fini. Vous Très avez donné bon- les professions de très- foi, on va aller les distribuer aux gens. Voilà, alors. très bonne À journée Perpignan. sur Sud Radio. Allez.